on arrive au grand 3, et dans ce grand paragraphe, on va s'intéresser uniquement aux cristaux métalliques. Alors, ces cristaux métalliques ont une particularité, c'est que la liaison entre les éléments chimiques se fait par une liaison métallique. Et ces éléments chimiques sont des atomes de métal. Mais des atomes de métal qui ont mis en commun, dans tout le volume du métal, un ou plusieurs électrons. Donc en fait, on a une sorte d'atome métallique qui partage son électron avec l'ensemble des autres atomes. Alors, on peut éventuellement regarder cet ensemble comme un ensemble de cations fixes et d'électrons libres, sauf qu'en réalité, comme les électrons sont toujours très proches au moins d'un des cations, je préfère parler quand même d'atomes métalliques, même si effectivement les électrons de valence sont délocalisés dans l'ensemble du métal. Alors ce qui est rigolo, c'est que cet ensemble d'électrons délocalisés dans tout le métal peuvent être regardés en particulier comme un gaz d'électrons libres. Donc on va pouvoir retrouver des propriétés qu'on avait pour les gaz en thermodynamique. Attention quand même, parce que ça va être un gaz de fermions, c'est-à-dire de particules de spin 1,5, et qui auront des propriétés bien spéciales, dont on n'a absolument pas parlé en cours de thermodynamique ensemble. Alors on peut passer en revue les propriétés des cristaux métalliques. Ils sont de très bons conducteurs électriques, et leur conductivité diminue lorsque la température augmente. Ils ont une bonne conductivité thermique, ils sont à la fois opaques et réfléchissants, ce qui leur confère une sorte d'éclat métallique. Ils sont également ductiles et malléables, donc on avait déjà parlé de la ductilité, de la malléabilité dans le chapitre AM1, mais on peut y revenir un petit peu. La ductilité, c'est la capacité d'un matériau à être déformé plastiquement, sans déformation, avec une déformation permanente, mais sans se rompre. Donc ça va mesurer la résistance à l'étirement. Alors que la malléabilité, c'est l'aptitude du matériau à être mis en forme par déformation plastique. Donc là, on va mesurer plutôt la résistance à l'écrasement. Donc on va soit l'étirer, soit l'écraser. Alors ils ont également une température de fusion qui est plutôt élevée. Et en fait, toutes ces propriétés des cristaux métalliques, on arrive à les expliquer grâce à cette liaison métallique, c'est-à-dire à ce modèle d'atomes qui mettent en partage un ou plusieurs électrons. Alors, on va pas le faire dans ce cours-là, mais il s'agit plutôt de physique statistique, donc c'est plutôt dans les années à venir que vous allez pouvoir éventuellement étudier ça. Alors, je rappelle aussi que pour ces métaux, on a un certain nombre de métaux en fait qui ont des formes allotropiques différentes, donc avec un diagramme PT qui propose différentes formes de cristallisation pour ces métaux. Donc si on prend l'exemple de l'étain, il a au moins 3 formes de cristallisation, formes alpha, bêta et gamma, qu'on va retrouver pour différentes températures. Alors pour comprendre les cristaux métalliques, on va utiliser un modèle dans lequel les atomes du métal sont modélisés par des sphères dures, donc ils ne peuvent pas s'interpénétrer, et on va modéliser notre cristal par un empilement de ces sphères dures. On va définir d'ailleurs le rayon métallique comme étant la moitié de la distance qui sépare deux noyaux lorsqu'on va modéliser ce cristal métallique. Donc on va supposer que les deux atomes du métal sont en contact de la même façon que ces deux sphères dures sont en contact. Alors je vous conseille, pour aller mieux comprendre ça, d'aller manipuler les animations sur le site suivant. Je vais déjà vous en passer quelques-unes dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à les revoir bouger. Alors, on s'intéresse donc aux différentes façons d'empiler des sphères dures de manière compacte. Donc, première chose, il va falloir qu'on fabrique des lignes compactes, et pour fabriquer des lignes compactes avec des sphères dures, il faut qu'on les mette côte à côte. Donc, pour la ligne 1D, on n'a pas de souci. Pour le plan 2D, si on veut le rendre compact, il va falloir placer les lignes en quinconce. Et donc ça va fabriquer déjà un premier plan que l'on appellera couche A.
Mais alors, une fois qu'on a placé notre premier plan avec des lignes qui se placent en quinconce, on se rend compte qu'il y a des sortes d'interstices ici, là, qui se retrouvent entre les différentes sphères. Ça veut dire qu'on a des emplacements possibles pour placer les sphères de l'étage du dessus. Alors en fait, on a 6 interstices possibles, et si on a 6 interstices, ça veut dire qu'on va pouvoir non pas placer 6 sphères au-dessus, mais seulement 3. Parce qu'en fait, elles vont s'empêcher d'en placer une sur chacun des interstices. Et donc il va falloir choisir 3 interstices sur les 6. Évidemment, ce sera 1 sur 2 à chaque fois. Donc soit on prend les 3 interstices marqués d'un point noir, et donc dans ce cas-là, on se retrouve finalement dans cette configuration-là, soit on place nos sphères supérieures sur les interstices qui ne sont pas marqués d'un point noir, et du coup on se retrouve dans cette configuration-là. Donc déjà ici, pour placer notre plan supérieur, donc finalement décalé par rapport au plan du dessous, on a 2 possibilités. Alors, je vous passe juste une petite vidéo de ces modélisations en sphère dure. Éventuellement d'ailleurs, si vous voulez le visualiser chez vous, c'est très facile. Il suffit de prendre des boules de même taille. Alors, je sais pas, vous choisissez des balles de tennis, ou des balles de ping-pong, ou des oranges, ou des pommes, mais il faut quelque chose qui est, voilà, des sphères qui aient toutes le même rayon, puisqu'on est en train de modéliser des atomes de métal qui sont d'une seule sorte, donc avec un seul rayon. Donc là, on voit notre plan compact en 2D, et donc si on veut ajouter une couche d'orange au-dessus d'un premier plan qui contient uniquement des oranges, alors il va falloir les placer dans les trous. Et vous avez bien 2 possibilités pour décaler votre plan, votre couche B par rapport à la couche A. Donc ici, évidemment, on a fait un choix. On aurait pu décider de mettre celle-là juste à côté, et on aurait un deuxième choix. Si on veut maintenant ajouter une 3e couche au-dessus de cet empilement couche A, couche B, on se retrouve avec le même problème. On a de nouveau 2 choix. Sauf que tout à l'heure, A, B, ça changeait pas grand-chose, parce que comme notre empilement est illimité dans la dimension du plan, le décalage ne se voit pas. Ici, ça va se voir. Donc regardez, votre couche A, ce sont les sphères jaunes, qui sont de même nature que les sphères bleues, mais les sphères bleues figurent la couche B. Les sphères bleues sont donc au-dessus de ces trous-là et ces trous-là. Après, si on veut rajouter une 3e couche, on va avoir 2 possibilités. Soit on utilise les interstices verts, donc les interstices triangles. Ça veut dire qu'on va venir déposer une sphère au-dessus d'une sphère de la couche A. Donc ça veut dire qu'on va reproduire de nouveau la couche A. Dans ce cas-là, on va fabriquer un empilement A, B, A, B, A, B, et cet arrangement seulement AB va donner lieu à une structure qui est dite hexagonale compacte. Si, au contraire, on décide d'occuper les sites étoiles, donc les sites qui correspondent à la fois à des trous pour l'empilement B, mais également à des creux pour l'empilement A, alors ça veut dire qu'on va fabriquer une couche de nature encore différente, donc encore décalée, et donc on aura cette fois-ci une couche C. Donc on aura un arrangement A, B, C, etc. Et donc on va obtenir ce qu'on appelle une structure cubique à face centrée. De nouveau une petite vidéo pour voir cet empilement A, B, etc. Donc on voit bien que cette 3e couche possède une sphère qui est vraiment à la verticale de la couche A, donc on a bien refabriqué de nouveau la couche A, et dans ce cas-là, on obtient la maille de l'empilement hexagonal compact, donc avec une alternance A, B, A. Alors on comprend pas forcément tout de suite comment c'est fichu, on va revoir ça juste après. Alors en fait, notre empilement A, B, C est généralement très facile à obtenir avec des oranges, puisque c'est l'empilement naturel qui est utilisé par le vendeur de fruits et légumes pour fabriquer des belles pyramides. Donc ça, vous l'avez déjà vu et vous l'avez déjà fabriqué tout seul. Alors,
sauf que autant on voit assez bien le plan A, B, C, puis on voit bien là sur le schéma que ils ne sont pas les uns sur les autres, autant il faut bien se figurer que en fait A, B, C correspond à A, le plan B, le plan C et de nouveau A. Mais ici on voit pas le plan A, on voit juste un atome du plan A qui se trouve être sur un sommet de notre cube face centrée. Alors on va essayer de voir mieux ailleurs. Alors voilà, on va essayer de comprendre cette hexagonale compacte. Donc voici la couche A, la couche B et de nouveau la couche A. On fait basculer tout ça et on va réussir à voir cette maille hexagonale qu'on va représenter ici en version éclatée. Et en version éclatée, pour le coup, donc en réduisant la taille du rayon des sphères qui représentent chaque atome, on voit apparaître cet hexagone. Donc on a effectivement en fait un pavage hexagonal avec un atome au centre de l'hexagone, sauf que dans le cas de cette maille hexagonale, en fait, la maille conventionnelle qu'on va étudier, ce n'est pas la maille hexagonale, mais la maille prismatique à base losange, qu'on va décrire un petit peu mieux par la suite. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder toute cette grande maille, on ne va considérer que une petite portion de cette maille hexagonale, c'est la maille hexagonale compacte. Donc là on revoit la maille totale et de nouveau la petite maille conventionnelle. On refait la même chose pour la couche A, B et C. Donc là on voit que le vert, le bleu et le orange sont tous sur des trous différents. Et lorsqu'on la tourne, on va faire voir apparaître cette structure cubique face centrée. Pas extrêmement facile à voir, mais ici on a bien le vert sur un sommet, l'autre vert sur un sommet opposé, une couche de orange, une couche bleue et de nouveau la couche A. Alors si on regarde bien, ici notre atome est sur un sommet, ici aussi, ici en bas aussi, et puis on a un atome au centre de la face, c'est l'atome bleu, ici. Donc on a bien un atome sur chaque sommet, plus un atome au centre de chaque face. Et on peut décider de représenter cette maille non plus de façon compacte, mais avec des grosses sphères, mais en modèle éclaté. Et là, on va voir beaucoup mieux le fait qu'on a bien occupation, avec un atome sur chaque sommet et un atome au centre de chaque face. Si vous voulez représenter une telle maille, pour ne pas faire d'erreur, il va falloir tracer les diagonales sur chacune des faces pour bien placer vos atomes en centre de face. D'accord, donc hop, il vous faut tracer vraiment la position du centre de chaque face. N'oubliez pas non plus que finalement, pour voir cette maille cubique face centrée, on va avoir besoin de 4 couches. A, B, C et de nouveau la couche A pour tout voir. Alors, dans votre poly, vous avez ces mêmes représentations-là, de couche A, B, A. On arrive à voir la maille hexagonale compacte qui se dessine là-dedans. Et alors ici, c'est un petit peu plus bizarre parce qu'on a la couche A au milieu, B au-dessus et B en dessous, mais l'idée c'est de voir qu'effectivement, dans la couche B, on est au-dessus d'un tout petit triangle sur deux. On n'est pas au-dessus de chacun des petits triangles fabriqués à partir de l'hexagone. Et enfin, voilà les images que vous avez sur votre poly pour la maille cubique face centrée. Donc une alternance A, B, C, A, qu'on retrouve dans les plans qui sont diagonaux, donc A, B, C, A. Ici, on a une vue de dessus, donc selon l'axe delta, avec A en jaune, B en rouge et C en bleu, on ne sait pas trop. Là, en revanche, c'est plutôt A qui est en rouge, B en bleu et C en jaune, et de nouveau A en rouge. Voilà, l'idée c'est que vous ayez essayé d'avoir une idée à peu près claire de comment s'enchaînent les atomes.